5G, sapin de Noël, Tour de France, mais aussi boulevard urbain sud, décroutage des cours d'école, îlot de fraîcheur. Là, l'écologie est partout, on la voit en ville, en France. Nous allons donc en discuter pour ce premier rendez-vous mensuel de la Provence.com consacré à l'écologie. C'est logique. Pour ce premier rendez-vous, avec moi, deux invités. Sébastien Barle, bonjour. Bonjour. Sébastien Barle, vous êtes adjoint au maire chargé de la transition écologique et de l'Assemblée du futur. Et pour débattre avec vous, Guy Tessier, bonjour. Bonjour. Guy Tessier, député Les Républicains, ancien maire des 9e et 10e arrondissements, le secteur du Parc national des Calanques, dont vous êtes un peu le père fondateur, on peut le dire? Complètement. Complètement. Donc, deux spécialistes de l'écologie. On va commencer avec la 5G, puisque c'est l'actualité. La 5G, d'un côté, il y a des amiches, selon Emmanuel Macron. De l'autre côté, des gens qui cherchent à comprendre si c'est dangereux pour la santé, s'il y a des conséquences environnementales. Sébastien Barle, vous qui êtes un écologiste de la première heure, si j'ose dire, la 5G, est-ce que c'est dangereux? Mais la 5G, est-ce que c'est dangereux? On n'en sait rien en fait. La question c'est, sur cette question de la 5G et plus globalement des progrès technologiques, nous ce que l'on souhaite c'est qu'on applique le principe de précaution. Et donc, en l'occurrence, là, pour l'arrivée de cette nouvelle génération de téléphonie mobile, on est dans un déni du principe de précaution, puisqu'en fait, on attend encore les études sanitaires, sur l'impact sanitaire et sur l'impact environnemental de l'ANSES et de l'ADEME, qui vont paraître certainement au printemps prochain. Et puis, il y a un déni démocratique également, puisqu'en fait, cette nouvelle génération, qui n'a rien à voir avec les autres en termes de rayonnement électromagnétique, elle est appliquée sans débat public, sans que, y compris les propriétaires, les locataires, ne sachent qu'au-dessus de leur tête, on pose aujourd'hui à Marseille, par exemple, de la 5G. Vous êtes d'accord avec ça, Guy Tessier? Il faut attendre pour voir? Bon, écoutez, ça me rappelle curieusement un autre débat. Celui que les écologistes avaient lancé à propos des antennes, souvenez-vous, pour nos téléphones portables. Cet outil indispensable dont tout le monde, je vois, aujourd'hui est doté, y compris les écologistes d'ailleurs. Et donc, je me souviens qu'on avait l'impression qu'on allait empoisonner ses voisins, en mettant, ou soi-même d'ailleurs, en ayant une antenne tout près de soi. Aujourd'hui, plus personne n'en parle, ce débat est enterré. Moi, je vous avoue que j'y comprends rien. Je ne sais pas si la 5G, c'est nocif, si c'est pas nocif. Ce que je sais, c'est que les gens qui ont le besoin, l'utilité d'avoir ce moyen qui va plus vite et qui est plus fort, le souhaitent. Je ne sais pas. Ce sont les entreprises essentiellement, oui, voilà, qui veulent développer la voiture autonome. Oui, essentiellement. Est-ce que non, attendez, je voudrais terminer. Donc, je ne sais pas si c'est nocif ou pas, et je comprends qu'on puisse douter, être prudent, voilà. Mais ce que je préférerais, et alors là, vraiment, c'est une conviction que je peux partager d'ailleurs avec certains écolos et d'autres, c'est que peut-être il faudrait terminer d'équiper la France déjà avec un vrai réseau, plutôt que de passer déjà à autre chose. Voilà. Donc on a peut-être le temps. Moi je pense que ça c'est un argument, effectivement, la question de la fracture numérique. Aujourd'hui on sait très bien qu'il y a des territoires qui ne sont pas couverts encore en 4G, loin de là, même parfois pas couverts du tout par la fibre. Nous on est pour la couverture en fibre, parce qu'on est contre plutôt la Wi-Fi et puis les rayonnements électromagnétiques. Donc la fibre c'est un très bel outil qui permet aux gens de travailler à distance dans des territoires qui sont parfois sans beaucoup de dynamisme. Mal irrigué, oui. Et donc, c'est important que l'on couvre globalement le territoire. Et la 5G, en fait, va accélérer le processus de fracture numérique entre les acteurs économiques également, puisqu'en fait, tous n'auront pas accès à la 5G. Et puis, je pense que plus globalement aussi, c'est une question de société et d'interrogation du progrès, en fait. Est-ce que le progrès technologique va toujours de pair avec le progrès civilisationnel ou le progrès humain? Et ça, c'est en fait une question qu'il faut qu'on se pose. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un débat. Est-ce que le fait que... Alors, il y aura certainement des objets connectés qui seront utiles socialement, certainement. Les drones pour la surveillance, pour les pompiers, quand ils vont aller en repérage. Vous êtes pour la surveillance par les drones? Non, mais la surveillance, ben oui, quand il y a un feu, par exemple, c'est bien qu'on envoie un drone pour voir effectivement où est-ce qu'il faut agir. Donc, il peut y avoir de la surveillance utile. Pareil pour la verbalisation des délits automobiles, etc. Donc, enfin, en tout cas, il y a des objets connectés qui peuvent être utiles, d'autres qui le seront beaucoup moins. Et en fait, on va vivre dans une espèce de bain d'objets connectés, déshumanisés. On a aujourd'hui, avec, toujours pareil, en fait, c'est l'ode à la consommation, au toujours plus, en fait. C'est un peu au toujours plus avec des objets souvent inutiles.
Hein, ce que disait Emmanuel Macron, c'est un peu la start-up nation d'un côté, la France d'un côté, pour reprendre la citation de Gérard Larcher de l'autre. C'est un peu ça, cette idée d'une France qui veut aller très vite et puis d'une autre qui veut être un petit peu... Si on bascule sur le volet philosophique, c'est autre chose. Moi, je crois que on ne peut pas nier le progrès. Voilà. Moi, j'ai le souvenir d'ouvriers qui rentraient épuisés le soir à la maison, de femmes de ménage qui avaient les mains rouges et gourdes parce qu'elles faisaient de la lessive avec de l'eau froide toute la journée, etc. Je pense que le progrès est quand même un facteur de libération des hommes. Et donc, on ne peut pas remonter le temps. Je comprends aussi de se dire, bon, est-ce qu'on a besoin de tout ça aujourd'hui? Est-ce qu'il est indispensable dans nos vies d'avoir... aller dire aujourd'hui aux gens, le téléphone portable, c'est pas utile finalement. Vous vous rendez compte, ça prélève des terres précieuses partout, ça fait monter les prix, etc. Là aussi, on est dans la course à l'échalote. Mais on est partout dans ce débat-là. C'est pas simplement sur des technologies nouvelles. Partout, voilà. Donc, voilà, on est passé de la trottinette où on pousse avec le pied à la trottinette avec une batterie et des vélos avec assistance électrique, etc. Bon, je veux dire, on ne peut pas être ennemi du progrès. Il faut voir ce que ça apporte à l'homme, effectivement. Si c'est juste pour faire du progrès et pour réaliser des bénéfices, etc. Bon, mais je pense que, par ailleurs, c'est extrêmement nécessaire à notre société de se développer. Et de toute façon, pendant que nous serions inertes, d'autres progresseront. Et nous aurions un retard considérable. Mais ceci étant dit, je ne nie pas qu'il faut avoir une certaine prudence, mais on ne peut pas nier le progrès. Enfin, les écologistes parlent souvent de sobriété. Hein, c'est le cas de Michel Rivasi, par exemple, qui dit... c'est évidemment qu'il faut une société... Le problème, c'est que on est absolument d'accord sur le fait qu'il y a eu des avancées technologiques, scientifiques qui ont permis d'énormes progrès et globalement un mieux vivre au niveau de la société. Évidemment. Aujourd'hui, il y a l'impératif climatique. Par rapport à la 5G, par exemple, on sait que la 5G va provoquer, on le voit déjà avec les expérimentations qui sont faites en Chine ou en Corée, la 5G augmente considérablement les usages, donc le flux de données, et donc la consommation énergétique. Par exemple, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, on va passer avec la 5G à un taux de 3,5% d'émissions de gaz à effet de serre à 7%, l'équivalent du parc automobile. C'est impressionnant, c'est l'équivalent de la production du parc automobile. Et donc, il faut interroger les usages. Il y a des usages utiles, on le voit très bien sur les gamins, quand on dit aujourd'hui, c'est un sujet de société, la question des tablettes, de l'usage des tablettes. Donc est-ce qu'il faut pousser à aller toujours plus vite, toujours plus loin, à avoir accès effectivement à la 5G c'est Éric Piolle qui disait dans l'ascenseur pour regarder des films. En HD, oui. Donc là, il faut réguler et surtout qu'il y ait un accompagnement en fait, pour éviter que ce soit toujours la course. Je pense à Marseille, sur la question numérique, écologie, parce qu'en fait, effectivement, il faut que ce soit un couple, il faut que les deux puissent avancer ensemble. Aujourd'hui, on voit bien que dans l'usage du numérique, par exemple, on dit Marseille, on se gargarise, Marseille est un hub du numérique avec les câbles sous-marins, vous savez, les 14 câbles, peut-être qu'il y en a 17 maintenant, qui arrivent aux portes de Marseille. Mais les retombées pour la ville, c'est quoi? En fait, est-ce qu'on s'est interrogé une seule fois sur... nous, on met en place des infrastructures pour alimenter les data centers, alors il y a des process intelligents d'ailleurs pour refroidir ces data centers, mais est-ce qu'on s'interroge sur des retombées locales? Puisqu'en fait, l'idée, c'est la régulation, en fait. L'idée, c'est qu'il faut réguler le numérique pour effectivement que la question écologique soit intégrée. Et qu'il y ait des retombées locales. Moi, je pense le développement de nos entreprises. Les chefs d'entreprise sont très preneurs. Et on ne peut pas priver la deuxième ville de France de tous les moyens qui sont mis à notre disposition pour évoluer et faire avancer. Comment voulez-vous qu'on soit attractif si on revient à des pratiques anciennes ou si chaque fois on se creuse la tête pour dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, etc., pendant que les autres vont à toute vitesse? Je veux dire, est-ce que vous pensez qu'en Inde, on se pose ces questions, en Chine, on se pose ces questions, dans un certain nombre de pays en Chine et en Corée, par rapport à la 5G, ils se posent des questions. Ou de grands, peut-être, ou de grands pays. Je veux dire, dans la course effrénée aujourd'hui aux avancées technologiques, on ne peut pas rester en deçà. C'est impensable. Et vous parlez vous-même de course effrénée, donc il y a ça qui est terrible. Curseur à passer. Ce qui est terrible, c'est course effrénée. Nous, ce que l'on dit, c'est qu'il faut mettre le frein, en fait. Oui. Alors globalement, il faut amener. Mais mon cher, nous ne sommes pas seuls. On n'est pas seul, c'est pas la France toute seule, toute petite qui va changer les choses. C'est comme sur le nucléaire. Une fois, il y a un responsable du nucléaire qui me dit, en fait, c'est comme si on était sur un vélo, si on arrête de pédaler, on tombe. Oui, mais en fait, à un moment, il faut rétro-pédaler. Parce qu'effectivement, en fait, l'impératif climatique l'impose. Mais si vous rétro-pédalez trop longtemps, vous tombez aussi. Hein. On est absolument d'accord. Voilà.
Mais c'est le problème de la décroissance. En fait, il faut changer de modèle. Réellement, il faut changer de modèle. Il faut peut-être marcher plutôt que de foncer tête la première vers le chaos climatique notamment. C'est un amiche, Sébastien Barre, là, quand il dit ça. Non, mais moi, mais je suis pas. Enfin, moi, sur le progrès, par exemple, je dirais sur Marseille, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la 5G. Je pense qu'il faut attendre pour la 5G. Enfin, en fait, c'est un discours pragmatique que j'ai. On attend d'avoir l'évaluation sanitaire et environnementale des autorités publiques. Donc ça, c'est des évaluations qui sont indépendantes, faites par des experts. On attend, donc on met effectivement un peu le pied sur le frein pour qu'on enlève la part de risque et la défiance de nos concitoyens. Ça évitera que pendant des années, on ait des réseaux Sébastien, qui vous savez bien que quand on veut se débarrasser de sur la quelque fibre. chose, on fait un comité théologique. Moi, ce que je dis... On fait un comité et à partir de là, et là, vous savez bien, les experts, je suis sûr qu'il y aura des experts qui seront très favorables et d'autres qui seront contre ou qui diront oui, alors là, on ne sait pas, on peut pas vraiment dire, etc. Et probablement, comme vous y êtes plutôt opposés, vous vous appuierez plutôt sur cela et d'autres s'appuieront plutôt sur ceux qui sont plus positifs. Oui, mais il y aura un avis peut-être contradictoire, effectivement, sur lequel, et ensuite le gouvernement pourra prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, on ne peut pas dire on force, on fait la Convention pour le climat, on va respecter, M. Macron dit on respecte toutes les mesures jurées promises, sauf 3 jokers qu'il a émis. Et en fait, une semaine après, sur une des propositions qui était faite sur laquelle il s'était engagé, et ben en fait, la question du moratoire sur la 5G, moratoire, c'est-à-dire on attend les décisions, les évaluations sanitaires et environnementales, et bien en fait, on botte en touche. Donc moi, c'est ça que je dis. Et par contre, ce que je dis, c'est que je ne suis pas contre le progrès. Par exemple, je dis, dans le centre-ville, il faut qu'on équipe en fibre optique tous les commerces, tous les locaux, pour qu'en fait, effectivement, les startups qui s'installent, les petites entreprises qui s'installent, puissent bénéficier des conditions d'attractivité qui sont indispensable pour Marseille, mais y compris pour entraîner la transition écologique. Comment voulez-vous que nous soyons sexy, si vous me permettez le mot, si on revient au Minitel, quoi. Voilà, donc là aussi, on peut le dire... Le discours, il n'est pas là-dessus. Le discours, il n'est pas rétrograde, en fait. Il ne faut pas caricaturer. C'est pour ça que la question des Amish, c'est extrêmement blessant, en fait. Ça montre bien que on est, en fait... C'est presque, en fait... Le vieux monde, pour moi, c'est Emmanuel Macron, quand il nous traite d'Amish. Parce qu'en fait, c'est un vieux modèle, c'est un modèle du XXe siècle qu'il défend. C'est marrant, parce que lui, qui est plutôt enclin... Startup Nation, machin, mais... Enfin, lui, il ne défend pas, il dit que vous êtes des Amish. Mais on est d'accord, mais justement, ce type d'argument qui montre que les interrogations sur la question climatique, sur le progrès, interroger le progrès, en fait, c'est un schéma qui est productiviste, où on ne s'interroge pas justement sur le sens, en fait, de ce progrès, en fait. C'est ça qui est essentiel, en fait. Si on ne s'interroge plus sur... Est-ce que le vieux monde, c'est pas aussi un peu critiquer le Tour de France, critiquer les sapins de Noël? Est-ce que c'est pas ça aussi un peu? Sébastien, moi, je pense... Non, mais François... Critiquer le Tour de France. François, je pense que chez les Verts comme ailleurs, il y a quand même plusieurs tendances. C'est d'ailleurs votre spécificité, je dirais. C'est United of Color. Voilà. Bon, d'abord, moi, je voudrais vous dire que chez tous, il y a un peu de vert. Voilà, chez tout le monde, il y a un peu de vert. Mais il est exprimé de différentes façons. Vous le politisez, et dans cette politisation, il y a un asservissement de l'homme à ce que vous voulez pour la société de demain. Donc vous voulez finalement une société que je qualifierais, enfin c'est ce que pour les plus extrémistes, d'écologisme. Et c'est ça l'adversaire. C'est celui qui va faire que cette société sera à la fois rétrograde et punitive pour l'homme. Parce que vous allez, que vous le vouliez ou non, dans des thèses les plus extrémistes, vous allez rétro-pédaler, vous l'avez dit d'ailleurs vous-même, donc ça veut dire rétro-pédaler, ça veut dire pédaler en marche arrière. Voilà, même si on continue à avancer en pédalant en marche arrière sur un vélo. Donc ça veut dire que vous allez créer une société dans laquelle vous allez inverser la valeur des choses. C'est-à-dire qu'au lieu que l'homme maîtrise la nature en la respectant, vous allez faire passer le contraire, l'homme sera au service de la nature. Bon. Mais c'est très intéressant parce qu'effectivement, Merci. C'est pas mes mots, ce ne sont pas mes mots, mais c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, le vrai débat, c'est que pendant des siècles, l'homme a voulu domestiquer la nature. Aujourd'hui, en fait, l'écologie, c'est une libération. Mais c'est une libération de l'homme avec la nature, en repensant cette harmonie. L'écologie, c'est l'harmonie. C'est l'harmonie de l'homme avec la nature, mais d'ailleurs, qui n'est même plus cette dichotomie-là. Et donc, la culture embrasse ces deux univers. L'homme dans la nature, l'homme avec la nature, cette relation homme-nature, ville-nature. C'est ça qu'il faut repenser, en fait. C'est un nouveau paradigme. Et donc, c'est un paradigme qui ne place plus l'homme au-dessus de tout, effectivement, comme pouvant domestiquer, mais comme on a pensé l'universalisme. En fait, l'écologie, c'est le dernier universalisme. C'est un nouvel universalisme, qui est un universalisme de libération, mais vraiment de libération, qui pense l'homme comme un dépassement, qui pense l'interdépendance planétaire, mais qui est essentiel. Et donc, pour penser cette interdépendance,
ben en fait, tout le monde ne peut pas se dire vert. Oui, tout le monde peut être un peu vert parce qu'il aime bien avoir des arbres chez lui. Mais en fait, quand on est écologiste, on doit penser cette interdépendance planétaire. Et donc cette solidarité entre les hommes, entre les individus, entre les incendies en Amazonie doivent nous toucher autant que l'incendie à nos portes, aux portes de Marseille. En fait, c'est ça, l'écologie, c'est ça. Et donc avoir cette conscience, ben en fait, il faut décoloniser nos consciences. C'est pas rétro-pédaler, c'est changer. C'est du bon sens. C'est changer de paradigme. Moi, quand je vois la Californie brûler, ça me chagrine. Certainement. Voilà, je veux dire, je pense que c'est effectivement très toxique pour notre Mais est-ce que planète. vous interrogez sur le modèle? Parce qu'en fait, ça a des répercussions ici. Quand on importe de l'huile de palme à la Med, vous votez pour l'importation d'huile de palme qui brûle les forêts indonésiennes ou amazoniennes. Mais on va y venir, si vous voulez, à ça. Et donc vous êtes favorable à la Med parce que ça crée de l'emploi localement. Quand Rabelais disait « Arrête, bûcheron », arrête un peu le bras, ce ne sont point des arbres que tu jettes là-bas. Il ne vous a pas attendu pour le dire, ça. C'est certain. Donc ça veut dire qu'il y avait une conscience de la nature évident. et de l'amour de la nature et du respect de la nature dans une société où l'homme était l'homme dans sa place. En plus, vous avez même une démarche qui va dans... Vous désarticulez l'anthropologisme des espèces dans votre raisonnement extrême. C'est invraisemblable par rapport aux animaux. C'est incompréhensible. D'ailleurs, moi, je pourrais vous citer les 3 piliers sur lesquels, depuis 40 ans, vous vous appuyez. Hein, celui de la techno-structure bruxelloise qui a des projets fumeux et irréalisables. Le second, c'est, je les ai notés, l'écolo-gauchisme, antinucléaire, etc. Tiens, parlons-en de ça. Alors, vous me dites l'huile de palme, mais qu'est-ce que vous faites contre... Qu'est-ce que font les Grünen en Allemagne qui nous disent nucléaire non merci et qui brûlent du charbon à tout va? C'est ça l'écologie. Déjà beaucoup moins. Non, mais c'est pas beaucoup moins. Déjà, c'est le gouvernement, on n'est pas au pouvoir. Les Allemands, non, mais je sais, mais ce qui prouve bien que on n'est pas tout seul. On a la tête, et puis il y a de région et on a développé, enfin, la présence très forte des Grünen et avant celle des Verts en France a permis en fait ce virage-là en termes énergétiques. Et ben en fait, les Allemands ont développé de manière beaucoup plus forte les énergies alternatives, sont pas dépendants de la Chine. Ils relocalisent la production, par exemple, de cellules photovoltaïques pour être autonomes au niveau énergétique, avec une énergie qui n'est pas l'énergie nucléaire, avec les dangers et la centralité que ça implique. Ça, c'est de la sémantique. Le troisième point, le troisième pilier sur lequel vous vous appuyez, c'est celui de Greta Thunberg. C'est celle de la peur. Voilà, et ça, je trouve... L'écologie punitive, vous voulez dire ça? Mais c'est pas la peur, c'est l'alerte. L'écologie punitive, ce qu'on appelle l'écologie punitive. Absolument, mais bien sûr, avec une économie... Mais en fait, c'est pas la peur, c'est l'alerte. En fait, elle vous fait peur parce qu'elle vous fait culpabiliser. Enfin, moi, elle nous fait culpabiliser. Elle me fait rire et je trouve que c'est dramatique d'instrumentaliser cette pauvre Mais ce qui est terrible, c'est qu'elle ne devrait pas faire rire. Mais, parce qu'en fait, l'alerte, elle a une vraie sincérité, donc elle ne devrait pas faire rire. Je pense qu'elle ne doit pas uniquement faire culpabiliser et donc dire... Mais elle ne fait que ça. Mais non, parce qu'en fait, elle alerte, donc c'est à nous d'être responsables. On se croirait dans une comédie grecque quand on la voit parler. Ben oui, c'est Antigone. C'est Antigone, oui, Antidote, voilà, oui. Vraiment. On va faire une très courte pause avant de passer à la suite, parce qu'on me dit que les micros sont des... Eh oui, c'est le débat. Super, merci. Merci. Excusez-moi, bah oui, il vaut mieux. Il vaut mieux, oui. C'est génial. Ouais. Je peux pas, je vais tomber. Super, hein, c'est vachement intéressant. Moi aussi, j'y glisse. Bonjour. Salut. Ouais, ça se voit. Merci, monsieur. Ok. Merci à vous. Vous pouvez me regarder tous les trois? Ouais. Ici, s'il vous plaît. Bougez pas. Et ici, s'il vous plaît. Je vais baisser. François, un petit sourire. J'arrive pas à sourire. Et la dernière. François, c'est un type sérieux. Regardez-moi là, juste ici. Bougez pas. Parfait. Merci Nico. Alors on continue, on a parlé d'universalisme, d'Antigone, on a cité Montaigne. Parfait. Rabelais. On a cité Rabelais, pardon. Parfait. Je ne suis pas sûr que ce soit lui d'ailleurs. C'est écrit, on va revenir vérifier. un tout petit peu plus au niveau du sol et plus particulièrement du boulevard urbain sud, parce que voilà un enjeu écologique pour Marseille.
Le premier tronçon a été terminé il y a peu de temps, on sait dans quelles conditions, beaucoup de contestations. Lundi prochain, c'est-à-dire demain, conseil municipal, il se peut que la nouvelle municipalité en place décide d'arrêter le boulevard urbain sud. Est-ce que c'est vrai? Et pourquoi mettre fin à ce projet routier? Mais, en fait, je pense que quand on place l'enjeu et la question climatique comme étant l'enjeu premier pour la survie de l'humanité et pour le maintien de nos conditions de vie, c'est-à-dire la démocratie, la paix, enfin la paix si possible, mais la construction de la paix en tout cas, et donc tous les systèmes de solidarité qui accompagnent notre pacte social. Pour ce faire, il faut arrêter, en fait aujourd'hui l'impératif c'est d'arrêter tous les grands projets d'infrastructures routières. En fait, c'est plus possible d'imaginer que l'on puisse faire et investir massivement dans des projets d'infrastructures routières. Je suis très content que, grâce à un combat au long cours, des associations ont pu permettre d'arrêter la Linéa, par exemple, un projet routier, encore une fois, de grandes infrastructures routières, de rocades routières, dans les quartiers nord de Marseille, au nord de Marseille, au pied des collines. Et sur le boulevard urbain sud, il faut imaginer d'autres modes de transport. Il faut aujourd'hui investir massivement tout ce que l'on mettait dans les infrastructures routières sur le transport collectif, sur les mobilités douces, les mobilités actives, et absolument développer l'autopartage. Je pense, nous, on réfléchit là à la mise en place d'un truc tout bête, en fait, une plateforme pour développer l'autopartage à Marseille, une espèce de Uber marseillais gratuit pour que ceux qui habitent effectivement dans les quartiers sud de Marseille, qui se déplacent chaque jour à la Joliette, au lieu d'y aller avec leur petite bagnole, parce que malheureusement aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de transport collectif pour irriguer ces quartiers, enfin pour faire cette liaison, et en fait, il faut imaginer ça. Quand même. Il va y avoir un tramway, j'espère qu'il y aura un tramway aussi pour ceux qui habitent dans les quartiers nord et qui travaillent également dans le centre-ville de Marseille. C'est essentiel et c'est prioritaire, ça on est absolument d'accord, mais il faut imaginer des moyens de transition pour que ces personnes polluent moins, prennent moins leur voiture individuellement. Et donc, la question de l'autopartage via une plateforme de la ville, c'est un service que peut rendre presque gratuitement la ville. La question d'imaginer des navettes en bout de ligne avant de tracer des grandes lignes qui irriguent l'ensemble de la ville, de mettre des petites navettes très agiles que l'on puisse déplacer, ça, pour moi, c'est une des missions que la RTM doit penser. Et donc, il faut arrêter avec les infrastructures routières. Aujourd'hui, c'est dingue. On est en train de penser, alors là, c'est au niveau de la métropole, c'est plus large que Marseille, mais on est en train d'investir 500 millions sur une route qui va relier donc Fos à Salon. Une route qui est donc pensée pour le tout camion et le tout voiture. Les gens qui bossent à Fos se déplacent, ils font moins de 5 km pour les 3/4 d'entre eux. Ils peuvent se déplacer autrement qu'en prenant leur voiture. Mais c'est donc pour les poids lourds. C'est en imaginant le développement du grand port maritime de Marseille, donc cette économie globalisée avec des marchandises qui viennent de Chine. Donc on parle de relocalisation de l'économie, mais en même temps, on développe des infrastructures, les pouvoirs publics, qui coûtent donc des centaines de milliers d'euros pour pour ces grands projets inutiles, en fait, qui vont être vecteurs de pollution dans un territoire qui est complètement saturé de pollution, avec des dégâts sanitaires que l'on connaît. On a eu l'étude épidémiologique de Fos-Epséal, donc c'est plus possible. C'est plus possible d'imaginer et de mettre en débat public ou en enquête publique aujourd'hui l'extension de l'aéroport, en disant que demain ou après-demain, on aura 18 millions de personnes qui viendront. Donc voilà, il faut repenser en fait notre modèle de société, notre modèle de développement, et localement. Parce qu'on sait que localement, en fait, c'est 50 à 70% des leviers qui sont présents au niveau local pour faire face à la question climatique et à la question écologique, à la crise écologique. C'est localement que l'on peut agir, ça c'est évident. Donc il faut arrêter avec ces grands projets d'infra, il faut investir massivement sur le développement de l'alternative énergétique et sur la transition, les métiers de la transition, former les gens. Nous, c'est ce qu'on fait. On lance lundi au conseil municipal la cité de la transition. Alors, on va y venir à ça. Juste sur le boulevard urbain sud Guy Tessier, est-ce que le deuxième tronçon est inutile? Non, attendez, j'écoutais très attentivement. C'est toujours punitif. On va interdire, on va arrêter. Pas du tout. Il y a des propositions. On redéploie. On n'interdit rien. Vous allez priver les gens de se servir de leur voiture. C'est ce qui se passe à Paris. Et à Paris, c'est l'enfer. Voilà, on ne peut plus circuler. Anne Hidalgo, avec les écolos, sont réélus chaque année. Avec pourtant un réseau de métro et de bus en surface qui est remarquable. Ouais. Je vous ferai remarquer que celui que vous avez en face de vous est le seul qui a lancé des bus, qui marchent encore d'ailleurs, à titre d'essai, électrique. Le 83, et j'attends, il y en a 2. Il y en a 6 sur Marseille, qu'on a acheté aux Espagnols quand je présidais la communauté urbaine. J'ai lancé des navettes électriques dans les petits quartiers. Bon, la RTM a renoncé, vous savez pourquoi? Tout simplement pour faute de clients.
Voilà, elles étaient infiniment minoritaires. On ne peut pas mettre des petites navettes dans des rues comme la rue du Commandant Rollin, etc., ou ailleurs, qui charrient 2 personnes toutes les heures. Voilà, c'est pas possible. Donc il y a aussi une réalité économique que vous niez. Mais, bon, non, mais je continue. Quand vous arrêtez... Je vous ai écouté. Non, non, attendez, je vous ai écouté très calmement. Bon, donc le boulevard Robin Sud. Moi, je vais vous dire, depuis, il y a eu un grand débat sur la L2 aussi, hein, dans lequel on ne vous a pas beaucoup entendu d'ailleurs, mais il est vrai que c'était un gouvernement de gauche qui le finançait. Bon, donc ce qui prouve que quand même vous avez la contestation alternative. Mais aujourd'hui, qui s'en plaint? C'est vrai qu'on l'a vu et je vous ferai remarquer, et ça devrait vous interpeller, qu'il y a quand même 12 à 15% de véhicules en moins dans le centre-ville. Ce qui est quand même très agréable pour ceux qui y vivent ou qui y travaillent. Bon, quant au boulevard Urbain Sud, sa finalité, c'est celle-là aussi, c'est de transporter, de mettre tout un trafic parasitaire qui occupe aujourd'hui les routes petites, grandes ou moyennes, pour permettre d'avoir dans une grande ville comme Marseille, de pratiquement 900 000 habitants, un boulevard de contournement. Bon, voilà, on sait bien qu'il faut abattre des arbres, etc. Tout ça est très douloureux, et celui qui vous parle en est le premier meurtri, mais je pense que vous ne pouvez pas décréter, de dire, voilà, moi je ne vous ai pas entendu au conseil municipal, peut-être le direz-vous lundi, qu'est-ce que vous attendez pour mettre le parc captif de la ville au tout électrique ou au tout gaz? Quel effort allez-vous faire sur la RTM pour passer à l'électrique ou au gaz? Pourquoi vous n'équipez pas? Pourquoi vouloir punir une fois de plus encore les gens et ne pas faire les efforts nécessaires et indispensables pour avoir effectivement une meilleure qualité de vie avec des moyens qui là sont du bon sens, sont à portée de notre main, ne sont pas des projets fumeux et vous ne pénalisez personne. Je suis d'accord. Alors, merci. Par rapport à ce que vous dites sur le fait que l'on soit défenseur d'une écologie punitive, en fait pour moi, la punition c'est quand on rajoute 42 000 voitures avec le boulevard Robin Sud sur un territoire, sur une ville en tout cas qui est déjà surpolluée. La punition, c'est de rajouter de la pollution à la pollution. Mais c'est ça la punition, en fait. C'est pas le boulevard. La punition, c'est les gamins qui sont malades chaque année, c'est 2500 morts. C'est pas. Oui, non, mais je connais. Mais c'est vrai. Non, mais l'argument, il est là. Bon, non, mais c'est pas le boulevard Urbain Sud. C'est pas le boulevard Urbain Sud qui crée les voitures. On crée le boulevard Urbain Sud parce qu'il y a des voitures. Quand on crée une route, c'est un aspirateur à voiture. C'est un principe, ça a été théorisé, ça d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle les aspirateurs à voiture. On crée une infrastructure, mais en fait, il y a des voitures qui viennent dessus, c'est normal, non, on les fait pour ça. Il y a des voitures, il y a toujours plus de voitures. Et là, en fait, on est sur un entonnoir. Il n'y a pas plus de voitures. Sur la pointe. C'est comme la 5G, plus on développe et plus ça attire du flux, c'est ça? C'est comme la 5G, plus on développe, effectivement, enfin, plus on facilite, plus on attire du flux. Je ne vais pas en acheter une seconde parce qu'il y a le boulevard Urbain Sud. Attendez, laissez-moi finir. Alors, sur le boulevard Urbain Sud, donc, je pense qu'il faut arrêter de punir les Marseillais avec de la pollution en plus par des infrastructures qui rajoutent de la pollution à la pollution. Deuxième chose, quand on a des solutions simples qui sont imposées mais par des changements brutaux, la crise sanitaire. La crise sanitaire, on sait qu'aujourd'hui, il y a une aspiration des gens, d'ailleurs pour se protéger, parce qu'ils ne veulent pas prendre le transport collectif, parce qu'ils ont compris qu'il fallait peut-être changer de modèle. Il y a une espèce de basculement peut-être plus rapide que dans d'autres périodes. Parce qu'ils ont peur d'être malades et on les comprend. Peut-être. Et donc ils disent, on va prendre notre vélo, on va changer aussi notre moyen de notre rapport au travail. Des gens, il y a plus de télétravail, ce qui est très bien, il faut soutenir le télétravail. Et puis, ils se disent, on va faire du vélo. Donc on fait des coronapistes. Toutes les villes en font. À Grenoble, 50 km, à Lyon, dans toutes les villes. Gauche, droite, à Bordeaux, c'était avant qu'il y ait un maire écolo. Donc ils le font. Ils laissent des pistes et ils ont une politique très volontariste sur un territoire où il y avait déjà des itinéraires cyclables. À Marseille et à Aix, on est les seules villes où on a supprimé des coronapistes. Sur le Prado, mais ça marchait. Il y avait chaque jour un monde fou. Donc il y a le CIQ qui proteste parce qu'effectivement, peut-être que certaines personnes sont embêtées quand ils circulent en voiture d'avoir une voie en moins pour leur voiture. Mais en fait, il y a un engouement. Il y a un engouement pour développer les modes doux en ville. Donc il faut absolument soutenir ce type de politique. Il y a un plan vélo qui existe à l'échelle de la métropole, qui est très bien, qui a été pensé en concertation avec les associations d'usagers. Il faut le développer, ce plan vélo. Il faut développer les modes alternatifs. Ce n'est pas punitif, ça, c'est au contraire, c'est satisfaire la diversification des usages. Convaincu, je suis celui qui a... Et attendez, vous m'avez interpellé. Je suis celui qui a lancé les primes pour les vélos avec assistance électrique. À la CUM. Voilà, à la communauté urbaine. Vous pourriez le rappeler d'ailleurs, ce qui prouve bien que je ne suis pas contre. Bon, mais il y a aussi une réalité toute simple et géographique. C'est quand vous habitez en haut du boulevard Paillet ou à Verduron, vous ne prenez pas votre vélo pour aller travailler à l'Estac. S'il est électrique. Parce qu'après, il faut si vous facilitez les vélos électriques, c'est simple de remonter. Oui, ça c'est vrai. Ça aide. En tout cas, je peux vous en parler parce que je m'y suis mis. Bon, mais là aussi, depuis, moi, quand j'ai pris la communauté
communauté urbaine. Tous les boulevards que nous avons fait, partout, vous regarderez, j'ai fait des pistes cyclables, partout. Partout, il n'y avait pas un boulevard et j'ai planté les arbres. La rue Paradis qu'on plantait l'arbre aujourd'hui. Voilà, le boulevard urbain sud, il y aura 1000 arbres sur le boulevard urbain en totalité. Ah ouais, voilà. 42 000 voitures avec une piste cyclable qui va d'un bout à l'autre. Avec des arbres en plus. Alors, ce qui est rigolo dans l'histoire de la 5G, quand même, c'est qu'en fait, on développe une ville. Enfin, on souhaite développer aujourd'hui, c'est le nouveau modèle. Les villes, elles doivent être arborées et c'est tant mieux. Hein. C'est bien, oui. Moins minéral, on doit mettre des feuillus, machin, des arbres. Ouais. Et en fait, on sait que les rayonnements, les ondes qui sont beaucoup plus ciblées de la 5G, en fait, sont arrêtées par les arbres. Donc, il y a une contradiction majeure. Bon, ça, c'était la petite incise 5G. Mais voilà, c'est une pour vraie revenir sur les contradiction. coronapistes, 11 km étaient prévus à Marseille, on en est à la moitié. Comment on explique ça? Comment se fait-il qu'on soit revenu sur ces pistes cyclables? Attendez, je veux juste. Vous m'aviez interpellé tout à l'heure sur l'histoire des bus. Effectivement, je pense que sur nos flottes, alors bus, bennes à ordures, le parc auto également de la ville pour les services, machin. On a mis le bagnole, on a les espaces verts avec tout ça. Effectivement, il faut le basculer en énergie verte. Bien sûr. Et je pense que la filière, on le fait. Vous avez 6 ans. Dans la politique volontariste. Vous n'arriverez peut-être pas à tout mettre à des. Enfin, la filière que l'on souhaite développer, parce qu'on est vraiment en train de travailler là-dessus, c'est le bio-GNV. Parce qu'on pense que c'est plus simple et en tout cas peut-être même écologiquement plus valorisable que peu importe. Oui, mais le gaz, on a le gaz, on a GRDF qui nous dit on peut brancher sans problème nos bus, nos bennes à ordures. Même l'oxygène, si on y arrive. Le GLV, c'est le gaz liquéfié de ville. Voilà, c'est du gaz. C'est du gaz. Et en fait, l'intérêt, c'est de valoriser nos déchets. Vous voyez, c'est une économie circulaire en fait. C'est nos déchets organiques que l'on pourrait collecter, servirait nos déchets verts. Ne calculez pas trop, parce que le temps passe, justement. Ça presse. Mais nous, on le fait. Donc, mais on le fait, on va le lancer sur le parc auto de la ville. Avec le renouvellement du parc, parce qu'on ne va pas tout renouveler pour... Voyez la RTM, faites un bilan d'essai maintenant qu'il y a plus de 6 ans, puisque quand je les ai lancés, ça sur les bus, 6 ans. Sur les bus, regardez si ces bus... Mais de même, à la RTM, il faut couvrir les dépôts. J'avais acheté à l'Espagne tiennent le coup. Nous, on s'est aperçu, par exemple, qu'on ne pouvait les mettre que sur des zones plates. Parce que, comme vous vouliez, Marseille, c'est une ville de collines. Bien sûr. Bon, voilà. Et ce qui est aussi une gêne pour les vélos, hein, soyons clairs. Bon, ce que je voulais dire, 2 choses. Moi, je vais vous prendre au mot. Et ça va vous faire un scoop. Comme je ne pourrais pas être au conseil municipal lundi, où je leur ai dit, je vais vous le dire aujourd'hui. À propos du boulevard urbain, moi je vous propose, puisque vous parez des plumes de la démocratie, de faire un référendum d'initiative populaire sur le tracé. Lancez-le. Ayez l'audace de le faire. Et puis on verra bien. OK? Premier point. Et deuxièmement... Moi je suis pour les référendums locaux. Sur les grands... Mais il faut interroger, c'est toujours pareil, on interroge l'ensemble des Marseillais sur êtes-vous favorable à développer les grandes infrastructures routières linéaires, par exemple, boulevard urbain sud, ou êtes-vous favorable au développement des transports collectifs? En fait, c'est ça, en fait, c'est la vision. C'est toujours pareil. Il faut vous entendre sur la question. Il faut éclairer les Marseillais. Non. Si on leur demande, choisissez. Vous êtes en train de les néguer, comme on dit à Marseille. Pas du tout, en fait. On leur demande de choisir globalement et pas. Est-ce que vous êtes favorable au prolongement du boulevard urbain sud, du Cabot, jusqu'à la Vieille Chapelle? C'est une question simple et unique. Voilà. Et sur tout le tracé. Vous seriez d'accord pour un référendum? Il ne faut pas aller le demander aux gens de Verduron-Haut ou de la Castellane, qui sont à l'autre bout. Eux, on pourra leur poser d'autres questions. Faites-le, premier point. Et deuxièmement, je me permets, vous pouvez être opposé, mais je me permets de vous rappeler que ça ne dépend pas de la mairie. Ça dépend de la métropole. Le financement. Bien sûr. Ouais. Voilà. Donc, vous pouvez vous y opposer, mais ça peut ne pas empêcher le projet. Sur les projets, peut-être. Sur les projets que l'on a, quand même, parce que sinon, il va nous dire écologie punitive, écologie punitive. En fait, je crois que les chantiers, enfin, moi, je suis donc délégué au niveau de la mer à la transition écologique. On a des projets, en fait, qui sont colossaux. Je crois on a des acteurs, surtout, qui sont géniaux dans cette ville. On a des acteurs économiques qui ont fait ce tournant, déjà avant les politiques. On a des acteurs associatifs également qui sont très mobilisés, qui sont débrouillés un peu seuls. Aujourd'hui, en fait, le rôle de la collectivité, des pouvoirs publics, c'est d'aider à l'essaimage de tous les projets qui sont en train de germer dans la ville. C'est vraiment de faciliter, en fait, l'éclosion de ces projets. Et de tisser des alliances entre politiques, même qui sont de bords différents sur des projets. La question du bio-GNV, ceux qui sont prêts à bosser sur cette filière, on devra bosser avec la métropole. Et bien, en fait, il faut le faire. Maintenant, il faut travailler avec une culture de projet pour faire face à l'impératif climatique. Pour moi, c'est un projet qui est de bon sens. C'est essentiel. Développer les énergies alternatives. Nous, on a un patrimoine qui est quand même assez colossal. On a 700, 800 bâtiments publics dans la ville. On a également du patrimoine qui n'est pas bâti.
en fait, on peut développer les énergies alternatives, Des le panneaux photovoltaïque, solaires. recréer une filière de solaire, en fait, en relocalisant la production de cellules photovoltaïques, par exemple, localement. On a des créateurs qui innovent vraiment à Château-Gombert, là, par exemple, Non, mais ça, on vous a sur le pas type de attendu, panneau. hein. Mais le solaire, on l'a déjà c'est mis très peu, sur- en fait. Il y a sur des 50 écoles. sur- Il y a 50 écoles. Ah, c'est déjà ça. Il faut passer, C'est déjà enfin, ça. il faut, Oui, non, mais il faut passer la il y a vitesse qu'à. supérieure. Mais je Il veux faut dire, isoler on également. vous a pas- Il on faut vous a- isoler parce vous- qu'en vous- fait, Vous avez une position monopolistique de ce genre de choses. Non, mais pas du tout. Je sais ce qui a été fait, en fait. C'est communément partagé, ce genre En de fait, choses. dans la ville, sur la transition énergétique, il y a un agent. Enfin, peut-être deux qui travaillent, 2 sur 12 000 personnes. En fait, voilà, donc on n'a pas des moyens suffisants. C'est vrai. Il ça faut Non, mais c'est développer. seulement J'en sais rien. si peu de gens. Eh bien oui, Je donc en le fait, sais la pas. volonté politique, elle n'y était pas. Je ne le sais pas. La volonté Mais- politique n'était pas là. Aujourd'hui, il faut l'imprimer de manière très volontariste en développant Mais- donc, notre administration pour en fait développer un vrai programme d'énergie alternative, d'efficacité énergétique pour les particuliers, pour les entreprises, d'écomobilité. Il faut être dans le conseil et développer toutes les filières d'énergie alternative, toutes les filières, l'économie circulaire, bien sûr. Et pour ça, en fait, il y a des modèles. On a des modèles à Marseille, c'est ça qui est dingue. Par exemple, sur les artisans, on a un truc qui s'appelle Ici Marseille, qui réunit des artisans, qui mutualisent. En fait, c'est un espace de makers qui, Tout près, là. c'est pas loin Juste en d'ici, c'est face. juste en face, aux Crottes. Et c'est génial, des artisans qui collaborent ensemble, qui mutualisent des machines. Il faudrait les faire sur la rénovation. On a un énorme chantier de rénovation. On a des maisons qui s'écroulent, des écoles qui sont à rénover. On a un chantier qui est colossal, avec des artisans qui, malheureusement, souvent vivotent, n'ont pas le bon matériel. Et en fait, créons en fait, un énorme centre où on va former correctement les gens à la rénovation thermique, parce qu'en fait, l'idée, c'est de coupler la rénovation du bâti ancien avec un modèle un référentiel, en fait, très peu gourmand en énergie, en formant y compris les citoyens. Donc, il faut faire ce type de démarche collaborative, d'économie collaborative entre le privé, entre les acteurs privés, les acteurs associatifs, et créer ce type de tiers-lieux en fait qui vont permettre d'être collaboratifs. Vous découvrez la pierre philosophale. Là. Ça existe déjà tout ça. Ben non. Mais bien sûr que Mais si. pas Et sur la vous ne rénovation, pourrez c'est pas pas, vrai. suivant les chantiers. On a des acteurs qui sont disséminés. Vous ne pourrez pas, suivant les chantiers, confier ça. Moi, j'ai le plus grand respect pour les gens qui ont l'intelligence de leurs mains, c'est-à-dire les artisans. Et je pense qu'il faut qu'on les aide. Et en plus, je trouve qu'il y a des gens qui ont le cœur rivé à leur métier et qui sont capables de faire des choses merveilleuses. Mais vous ne pourrez pas demander à un petit artisan de faire la reprise complète d'un immeuble qui est en train de bouger, etc. Voilà, je veux dire, c'est que chacun a son job. Par contre, vous pouvez demander à un charpentier de refaire des toitures, mais on le fait déjà. Ce sont des artisans qu'on interpelle dans ce cas-là. Je veux dire, c'est pas... voilà, après, qu'il y ait le besoin peut-être d'échanges, de se regrouper. Bon, moi, j'ai créé un carburateur pas loin d'ici, où on aidait les jeunes pousses à avoir une assistance pour les aider par rapport aux prêts bancaires, pour avoir des locaux pour pouvoir faire leurs produits, etc. Voilà, j'ai aidé beaucoup de petites entreprises. Bon, on a lancé un truc quand j'étais président qui s'appelle Nos cités ont du talent pour aider des jeunes diplômés des cités à pouvoir à nous expliquer leur cursus et voir comment ils sont. Enfin, je veux dire, voilà, vous donnez l'impression que vous allez faire une espèce de révolution verte, mais tout ça existe plus ou moins. C'est vrai qu'on ne le disait pas. Non, mais voilà, bon, vous avez... Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a effectivement des acteurs locaux. Mais il y a eu du saupoudrage sur quelques initiatives, mais globalement, il y avait un manque de volonté politique. Non, mais aujourd'hui, ce que l'on veut... Écoutez, aujourd'hui, je vais vous donner acte de ça parce que celui qui vous parle a vécu un enfer pour créer le parc national avec ses propres amis. Voilà, avec mes propres amis qui n'ont cessé, non pas comme pour le petit poussé de mettre des petits cailloux, mais de mettre des pavés sur mon chemin pour que je ne le fasse pas. Voilà, c'est clair. Mais je dois vous dire aussi que les écologistes, je les attends encore. Hein. C'est-à-dire qu'à la mairie de Marseille, on vous empêchait de faire... On ne m'empêchait pas, mais on mettait des obstacles partout. On ne pouvait pas m'empêcher facialement. Mais mes propres amis m'ont tenu un discours, oui, c'est bien ce que tu fais, disant au ministre, il n'y a rien qui presse, ça nous emmerde, ça va emmerder tout le monde, il ne faut pas le faire, etc. Vous parlez de Jean-Claude Gaudin. Oui, clairement. Oui. Bon, voilà, et d'autres, c'est pas le seul. Et vous, je ne vous ai jamais vu.
Sébastiani. Alors, si j'en ai eu deux, Je t'étais pas et élu. je vais le dire, mais peu importe, vous étiez écologiste déjà. Ouais. On n'a pas besoin d'être élu pour faire de l'écologie. Moi, quand j'étais Boy Scout, je faisais l'écologie sans le savoir, sans doute, mais voilà, je n'étais pas élu non plus. Et donc, il y a eu, comment il s'appelle, Victor Hugo Espinosa, qui m'a aidé. Et puis, l'équipe des Verts de La Ciotat, qui, eux, voulaient à tout prix le parc, bon, peut-être aussi par opposition à Patrick Boré à l'époque, etc. Mais autrement, j'ai vu personne. J'étais tout seul avec mon bureau, avec des gens de bonne volonté, soit de l'univers associatif, enfin voilà, dans le C'était cadre pas un bon combat, ça, dans le pas cadre du possible, GIP, personne. Oui, c'est un combat qu'on a bien sûr soutenu avec, nous, des batailles qu'on a pu mener, parce que c'est très beau d'avoir effectivement le premier parc périurbain, le premier parc national périurbain. Maritime et terrestre, aux portes d'une ville. Enfin voilà, on est vraiment en milieu périurbain, donc c'est exceptionnel. On a un site qui est exceptionnel. Unique. Qui est aujourd'hui menacé par la surfréquentation. Donc il faut réguler encore une fois les usages. Qu'est-ce que vous voulez faire? Les valoriser pour la plongée, je pense à l'aspect Non, plongée. c'est moins les usages que la surfréquentation qui Bah, c'est la question de la surfréquentation Voilà. qui est Voilà. essentielle. Mais Et- les usages et- aussi, je pense qu'il y a des usages à développer. Je pense à la plongée, par exemple. Il faut qu'on accueille mieux. Et l'excès de, Et donc, c'est de l'écotourisme qu'il faut mercantilisme, développer. soyons clairs. Quoi, hein. Bon, c'est une manne pour un tas de gens qui vivent de ça. Mais voilà, moi, je vous attends encore. Vous n'y étiez pas. Voilà, il y a, Alors, qu'est-ce qu'on va il y a faire quelqu'un qui a vu que la ça ville a d'un prévu bon de œil. faire pour le Comment il parc, là, s'appelle avec Comment un- il s'appelle un professeur qui s'est présenté 10 fois contre moi et que j'ai battu 10 fois, mais qui est... Ah, monsieur Villeneuve. Voilà, Villeneuve, qui voyait ça d'un bon œil, mais il n'a jamais pris une position publique. Voilà, mais il était plutôt, enfin, conciliant. Ouais. Voilà. Juste sur. Par rapport donc, Donc, à ce qui prouve à que la votre montée en charge. écologie, elle est quand même très politique. Mais elle n'est pas politique en fait. Nous, ce que l'on veut, c'est faire et transformer la ville Ben, réellement. moi aussi, Donc, j'ai fait, le parc. hein. Mais le parc, c'était très bien. Ça a été fait par l'État, par le fait qu'il y a eu plusieurs acteurs. C'est très bien. Non, ça n'a pas été fait par l'État, ça a été fait par Guy Tessier et le groupement d'intérêt public. Très bien, bravo. Et les Vous aurez- collectivités. Et c'est le ministre qui a Et signé. d'ailleurs, aujourd'hui, j'aimerais qui est- vous entendre sur le fait qu'il y a, Qui est il y François a deux Fillon menaces aujourd'hui. qui a signé le décret. Il y Voilà. a deux menaces Et qui- aujourd'hui. J'aimerais qu'on mène ensemble ce combat-là sur les parcs nationaux plus globalement, mais dont notre parc des Calanques. C'est la question du naming. J'espère qu'un jour, il ne s'appellera pas à la place de parc des Calanques, le parc Oui, Guy Tessier Adidas. Vous voyez. Donc, Ah, ça s'appelait Guy Tessier, ça. Guy Tessier, pourquoi pas, mais Adidas, ça peut m'intéresser moins. Quoi. Moi, Ou Arena, j'ai au moins une voix déjà. donc voilà, l'action du naming, il faut vraiment l'empêcher. Et puis la question de Non, mais l'accès c'est- payant, c'est oui, pas un mais parc d'attraction, un parc c'est- national, naturel. Est-ce C'est- que la ville peut agir là-dessus? Mieux Moi, ce que je veux organiser dire, moi, l'entrée je du voudrais parc? parler de deux délibérations que l'on va faire voter, et pour moi qui ouvrent un chemin, en fait, un vrai chemin collectif de transformation de la cité. Lundi, on vote deux délibérations. Une première, qui est pour moi essentielle, parce qu'en fait, la question de l'écologie, c'est aussi se projeter vers l'avenir, c'est se projeter vers le long terme. Et pour notre ville, je pense que ce qui est essentiel, c'est d'imaginer notre ville dans 20, 30 ans, horizon 2050, on va dire. Gouverner, Et donc c'est pas l'idée, bon. exactement. Et donc l'idée, c'est de faire une assemblée du futur qui serait mixte avec des citoyens tirés au sort, formés, comme ça a été le cas pour la Convention climat, mais Éviter également des Cohn-Bendit, experts. hein, quand même. Pardon Éviter Cohn-Bendit, c'est pas utile. Hein. Cohn-Bendit, pourquoi Il ne Parce sera pas qu'il tiré au sort, il n'est pas parce qu'il résident était- marseillais. Parce qu'il était dans le climat. C'est comme par hasard, moi, c'est incroyable. On l'a tiré au sort. Non, mais non, il était auditionné. Il a été auditionné Ouais, comme ouais, Hulot l'a ouais. été, comme là ils sont. On n'a parlé que de lui, d'ailleurs. C'est les citoyens qui ont choisi qui ils allaient auditionner. Quoi. Donc, ils ont auditionné plein de personnes, Borloo, enfin plein de gens d'horizons différents. Donc, on veut une assemblée mixte, citoyenne, et puis avec des experts tirés au sort qui penseraient justement le temps long, qui penseraient quel urbanisme, comment est-ce qu'on construit notre ville, comment est-ce que... quelles règles on se dote en matière d'urbanisme. Enfin, c'est essentiel. Donc, c'est penser le long terme en intégrant les grands impératifs, dont l'impératif climatique, la question d'une ville résiliente, de la résiliente, comment on pense tout ça, vous intéresse, comment on ce anticipe projet le fait que le télétravail Oui, soit développé, oui. qu'on arrête de faire des pôles d'habitat, d'autres pôles de travail, etc., avec des bureaux. Il faut repenser tout ça, en fait. Et donc, ça, c'est pour moi essentiel. C'est un des piliers essentiels du changement, de la métamorphose. Et l'autre pilier, avec l'autre pierre que l'on met, pas pour entraver le changement, mais au contraire pour l'accélérer, c'est la cité de la transition. On pense qu'aujourd'hui, il faut un lieu totem dans Marseille qui va réunir les acteurs, qui va croiser le monde économique avec le monde associatif et avec les citoyens pour réfléchir aux grandes questions liées à la transition, mais également pour faire. Et donc faire, c'est-à-dire former, créer de nouvelles filières économiques dans la ville et surtout former des jeunes. On sait que même dans le bâtiment, par exemple,
pour, si on veut couvrir nos toits, les toits de nos cités, par exemple, pour faire du photovoltaïque, on manque de personnes qualifiées en fait, pour poser ces panneaux, pour la maintenance également de ces panneaux. Et donc, il faut former des jeunes. C'est la CAPEB qui nous le dit. Hein. C'est pas, nous, on ne l'a pas inventé, on ne s'est pas dit idéologiquement, il faut le faire. Il y a besoin en fait, il y a un besoin. Pour faire ça. Il n'y a pas la cité des métiers, par exemple. En fait, ce sera en partenariat. Ce sera fait en partenariat, mais l'idée, c'est d'accélérer le processus, de former des milliers de jeunes. D'ailleurs, on sait qu'on a des milliers de jeunes qui sortent sans qualification, qui sortent, qui sont les décrocheurs, mais qui en fait peuvent trouver du sens dans les métiers de demain, qui peuvent trouver. Voilà, l'idée c'est de les projeter vers, parce que notre ville, et c'est de redonner une fierté à la ville autour de cet horizon de la transition écologique. Pour moi, c'est essentiel en fait. Notre ville, en fait, elle souffre d'être stigmatisée à l'extérieur. Alors un peu moins aujourd'hui depuis notre victoire, en tout cas de l'extérieur. Ah ouais, vous pensez? Non mais de l'extérieur, il faut donner des gages. Non mais il faut donner des gages. Moi, je sais très bien que ça peut changer très vite. Les déclarations qui ont été faites ne sont pas de nature à porter un autre regard que celui qu'on portait sur Marseille. En tout cas, il y a un espoir. À l'extérieur, on nous regarde un peu différemment. Je pense que c'est source d'attractivité. Il faut maintenant effectivement transformer réellement la ville et très très vite, le plus vite possible, parce qu'on doit répondre à la fois à des urgences. Nous, notre enjeu, c'est de réparer la ville. On est toujours débordé sur son extrémisme. Et déjà, je vois qu'il y a des collectifs qui se dressent contre vous. Mais voilà, nous, en fait, on n'a pas d'hostilité face aux collectifs. Le fait qu'on soit poussé par des collectifs, moi, ça ne me gêne pas. Mais on a deux enjeux, donc il faut faire cette pédagogie. Il faut à la fois réparer la ville en répondant aux urgences et préparer à propos de la ville transition aux enjeux de énergétique, je demain. voudrais quand même vous dire, arrêtez les éoliennes. Arrêtez les éoliennes. C'est on un n'a pas de projet d'éolienne. scandale. Non, mais je vous le dis. On n'a pas de projet d'éolienne. Heureusement, c'est un nous, c'est scandale. GNV, c'est... Voilà. Parce que vous avez chiffré les coûts du démantèlement des éoliennes, de la ferraille. C'est sûr que le nucléaire, on l'avait bien prévu, le démantèlement. C'est certain. Vous ferez ça a été prévu, ça a été intégré. Oui, mais la salle nucléaire, c'est votre... Vous avez vu comme c'est facile, alors que le nucléaire, c'est une énergie sociale. C'est celle qui permet à tout un chacun de pouvoir avoir une énergie à bas coût, à prix réduit. Et moi, je pense qu'on doit le sanctuariser. On doit le sanctuariser. Et je vais vous dire, je suis choqué, étonné. Et même vous, aujourd'hui, je vous attendais, là, notre débat va s'arrêter. Personne, quand Madame Pompili a pris le nouveau ministère, elle a sorti 2-3 banalités. Moi, je serais venu en courant ici à Cadarache pour venir plébisciter le projet ITER. Vous n'en parlez même pas. Voilà, quelle horreur. Mais quelle horreur. Non, mais c'est fou. C'est le monde d'avant, en fait. En fait, vous savez, alors ITER, je connais très bien, j'ai bossé pendant des années dessus. Donc je connais depuis, je travaillais à la région sur ce projet. Pour moi, mais comme pour les scientifiques, il y a les prix Nobel de physique qui le disent, hein, Charpak. Non, mais vous savez, il y avait des sommités qui disaient, c'est né, vous savez de quoi c'est né en fait? ITER, c'est en fait un rêve, c'est Prométhée en fait. C'est le rêve prométhéen de politique qui ne comprennent rien à la science. Dans le rêve vous-même. Mais donc ça devrait vous satisfaire. En fait, je pense que l'écologie, c'est la dernière épopée romantique. C'est vrai, c'est la dernière épopée. Ouais. Donc là-dessus, on est d'accord. Épopée peut-être romantique, j'en suis moins sûr. Mais moi, en revanche, les rêves prométhéens, ça m'a toujours effrayé. Donc vouloir domestiquer, vouloir reproduire le soleil sur Terre, donc c'est né dans la tête de Gorbatchev et de Reagan. Vous savez, à l'époque, ils parlaient de se faire la guerre des étoiles. C'était le projet de guerre des étoiles. Et en fait, ils se sont dit, ben non, en fait, qu'est-ce qu'on a comme projet commun à faire? C'est né d'un sommet Gorbatchev-Reagan en 85. Et en fait, ils se sont dit, donc c'est les politiques, c'est pas les scientifiques qui ont créé ce projet-là. On va mettre le soleil en boîte. C'est eux qui le font. On va mettre le soleil en boîte. Eh ben c'est merveilleux. Et on va produire de l'énergie infinie. Eh ben c'est fantastique. Mais ça marche pas en fait. Ça marche pas. Mais si, ça marche. On investit. Le projet qui a été présenté, le projet, c'était c'était 5 milliards, c'est passé à 20 milliards. Le projet, il va coûter de l'énergie. En fait, c'est l'orgasme le plus cher de l'histoire de l'humanité. 400 secondes de bonheur pour 20 milliards de dollars. Vous êtes éjaculateur précoce dans ce cas-là, parce que c'est pas beaucoup. Ah ben c'est ça en fait. C'est vraiment ça. Les 20 milliards, c'est beaucoup quand même. Bon, écoutez, à propos des éoliennes, je vais vous offrir quand même ce livre, qui est fait par des gens sérieux, qui est le président du mouvement de la ruralité. Vous verrez les tonnes de béton armé qu'on engloutit, le surcoût qu'on paie du prix que l'EDF paie de l'énergie produite par les éoliennes. Pour l'EPR, on n'en produit pas. On n'a pas de surcoût. L'EPR, ça ne nous a rien coûté de plus. Évidemment. Non, mais si vous voulez, on peut se remettre à faire des bougies. Ça coûtera moins cher, bien évidemment. Mais enfin bon. Donc voilà. C'est toujours l'argument ultime. Non, mais écoutez, c'est le Goldwyn des anti-écolos. Juste Paul Goldwyn. Juste une chose. Non, mais je ne dis pas que dans tous les moyens alternatifs, il n'y en a pas de bons. Mais celui-là,
vous dénaturez les paysages, c'est une atteinte au site, enfin c'est catastrophique. Mais vous savez que nous, on est... c'est un piège à idiots. La plupart des collectivités... Sur les éoliennes, nous, on est pour le petit éolien, pour l'éolien appliqué sur le bâtiment. Moi, je ne suis pas pour les énormes mains. Si celle qu'on met nous, on est contre la course au gigantisme. Si c'est celle qu'on met au cul des bateaux, je suis d'accord, hein, vous savez, pour produire un peu d'électricité, pour réapprovisionner la batterie. Non, mais sur les bâtiments, on peut en mettre, et ça marche très bien. Si je peux en mettre une sur mon balcon, je le mets. Je vous l'offre, ça vous inspire. Merci. Juste une dernière chose avant de se quitter. Sébastien Barle parlait de cité de la transition, d'assemblée du futur. C'est des projets qui vous intéressent, ça? Vous vous dites pourquoi pas? Là ça aussi, vous paraît un peu gadget? C'est très prométhéen. C'est-à-dire qu'on vit dans le rêve. Mais bon, moi, je pense que anticiper, faire de la prospective, c'est quelque chose qui m'intéresse. J'avais créé il y a plusieurs années une association qui s'appelait Sud Prospective. Donc, imaginer le futur, etc. Si c'est dans l'évolution, dans la modernité, bien sûr qu'il n'altère pas la vie des hommes et qu'il laisse les hommes à leur place. Voilà. Pour moi, je suis fondamentalement attaché à nos libertés. Ça m'insupporte qu'on me dise ce que je dois manger, ce que je ne dois pas manger, ce que je peux faire dans mes loisirs. Si je ne fais pas du vélo, d'être montré du doigt, j'en fais au passage, donc je n'ai pas de souci. Voilà, je ne veux pas qu'on m'emmerde et je ne veux pas qu'on emmerde les Français. Voilà, ce que je veux, si les gens veulent faire de la chasse à courre, ça ne me gêne pas. Voilà, c'est clair. Donc je veux que nous vivions dans une société où les libertés des uns et des autres soient respectées. Si M. Barle se balade en vélo, il a le droit, c'est très bien, j'applaudis les mains, mais je ne supporte pas qu'on puisse imposer soit un mode de transport, soit un mode de vie, soit un mode alimentaire, soit préférer finalement l'ours au pâturage ou aux brebis, ou le loup, pareil. Voilà. Qu'on permette au loup de manger l'agneau, ça me paraît aussi très désagréable. Très bien. Messieurs, merci. Merci d'avoir participé à ce premier débat à la Provence, donc sur la transition écologique. Sébastien Barle, merci. Guy Tessier, merci beaucoup. Avec plaisir. Rendez-vous lundi au conseil municipal. Non, moi, vous, ce sera virtuel. Vous serez un détracteur de moi. Et prochain rendez-vous sur laprovence.com pour un nouveau débat dans un mois.